Tribune Presse, avant-dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, devant vos ordinateurs, en train de nous regarder à travers le monde. 4 principaux sujets vont donc consacrer les menus de votre magazine. D'abord, les dossiers Mike Moukebaye, plus de 5 mois de détention, plus de 3 semaines depuis que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. Mike Moukebaye est toujours maintenu en prison. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche sa libération? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va revenir sur la déclaration de la Senko qui fustige en tout cas les dysfonctionnements qu'on observe dans la coalition FCC Cash. Qu'est-ce qui empêche à cette coalition de marcher correctement? On va tenter d'y réfléchir aussi par rapport à ces sujets avant de prendre la visite du vice-ministre de la Justice à l'absence de son titulaire. Ça a créé en tout cas une polémique. Le ministre de la Justice a en tout cas nié avoir donné l'ordre à son vice-ministre de se rendre à la prison centrale de Makala. Et puis il y a un autre fait qui inquiète. Pourquoi le vice-ministre qui avait effectué cette descente à la prison centrale de Makala s'est en tout cas arrangé pour ne rencontrer que les DG des Africas, les DG de l'Office des routes et l'autre Libanais, tous qui ont été interpellés en rapport avec les dossiers 100 jours. Et puis on va chuter justement avec l'évaluation de ces 100 jours parce que ça fait déjà une année depuis qu'on a lancé ces travaux. Où en sommes-nous dans la réalisation de ces travaux? On en parle au cours de cette émission avec deux invités. D'abord le tout premier, Maître Jonathan Mbele. Comment allez-vous? Bien, merci et bonjour à vous. Je suis bien portant, grâce à Dieu, nous sommes là. Il faut rappeler que vous êtes à votre première participation à cette émission. L'honneur est vraiment la mienne et je vous remercie pour cette invitation. Vous êtes coordonnateur du Mouvement pour l'amour du Congo. Est-ce que c'est un parti politique, une ONG, un mouvement citoyen? C'est un regroupement politique qui est constitué essentiellement de jeunes, c'est comme vous l'avez dit, pour l'amour du Congo. Donc là, nous agissons que par amour pour le Congo. Nous ne sommes pas là pour jouir du Congo, mais nous sommes là pour apporter dans le Congo. Vous appartenez au FCC, au Cash ou à la Mouka? Nous sommes là où il y a l'intérêt du peuple. Si le peuple se retrouve dans la Mouka, nous sommes là. Si le peuple se retrouve dans le Cash, nous sommes là. Donc nous sommes là où il y a le peuple. Très bien. Et sur ces plateaux, vous rencontrez Trésor Mutombo. Il est analyste politique. Bienvenue à cette émission. Merci. Comment allez-vous? Ça va. La politique au Congo, ça va? Bon, il y a des jours ça va, des jours ça va pas, mais en tout cas c'est animé. Les menus de l'émission, ça vous arrange? Bon, c'est selon l'actualité, donc c'est vous qui décidez du programme. Très bien. Alors, Maître Jonathan, je suis à vous pour ces premiers thèmes de l'émission. Mike Moukebaye en prison, plus de 6 mois ou 5 mois de détention, 3 semaines depuis que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. Mike est toujours maintenu en prison. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui sa libération? C'est le vouloir et la simple volonté de quelques personnes. Là, il faut le dire comme ça. Et nous avons même honte d'opiner sur cette question, parce que je suis attristé de constater que la Cour constitutionnelle rend un arrêt, et dont l'article 94 de la loi qui organise cette même Cour stipule clairement que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'application immédiate. Et aujourd'hui, à 48 heures de voir cet arrêt totaliser un mois plutôt, ça a été rendu le 7 février. Donc le 7 mars, l'arrêt de la Cour constitutionnelle totalisera une année sans être appliqué. Mais il faut dire également que la façon ou la manie dont l'appareil judiciaire congolais fonctionne nous laisse sans mots. Il faut rappeler que depuis le début de ces dossiers, il y a toujours la justice qui bloque. Nous étions au niveau de la Cour constitutionnelle où il y avait une signature à obtenir plutôt qui est venue en retard. Nous sommes arrivés à la Cour d'appel où il y avait un arrêt à rendre qui s'est finalement arrogé le droit de juger de la question de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et puis après, il y a le procureur près la Cour d'appel Tchessa Gombe qui n'a pas voulu signer un réquisitoire aux fins de l'élargissement. Donc c'est un document qui permet de libérer une personne détenue. Nous pensons que cette façon n'honore pas la justice et n'honore pas l'État dont certains veulent être démocratiques. Et nous appelons à ces différents protagonistes d'œuvrer pour le bon sens, d'œuvrer pour le besoin du droit et le besoin de faire avancer le pays. Car quand la justice souffre, c'est toute une république qui meurt, c'est tout un État qui est par terre. C'est pourquoi nous inviterons tous ces partenaires-là, parce que comme vous le savez, les avocats et les juges sont des partenaires, à coopérer pour faciliter la libération de Norbert Moukebaye. Alors, il faudrait rappeler que Mike Moukebaye avait été accusé par Mwananteba, mais depuis la première, je ne sais pas moi comment vous appelez ça, la comparution, je crois. Première audience. La première audience, Mwananteba, on n'a plus revu Mwananteba, on ne sait même plus. Écoutez, finalement, on dirait qu'il y a une sorte de récupération politique. Comment vous qualifiez cela? Le procès Moukebaye, c'est un procès éminemment politique, ça il faut le dire comme ça.
un droit où la justice... Est-ce qu'il faudrait voir la main noire de l'Assemblée provinciale dans cette affaire? L'Assemblée provinciale a eu sa main noire quand il a levé arbitrairement et irrégulièrement les immunités de Norbert Moukébaï. Et ça a été confirmé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que la procédure n'a pas été respectée, les droits de la défense n'ont pas été garantis. Donc c'est là où l'Assemblée provinciale de Kinshasa a perdu. C'est là où l'honorable Godefroid Mpoyi a perdu. C'est là où il a perdu le bon sens. Il a perdu le respect des textes qui régissent la République. Mais ici, il faut dire, la question de la comparution de M. Daniel Monanteba ne révèle pas trop son importance. Moi, je n'aime pas parler des individus généralement. Mais quand on est en justice, on a le droit. On a les droits. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a M. Molendo Sakom qui est là aussi. Donc, il n'est pas obligé d'être là présent. Parce qu'il s'est fait représenter par ses avocats chaque fois qu'il y avait audience. Mais nous fusillons simplement l'attitude ou l'allure avec laquelle le dossier Moukébaï évolue. Aujourd'hui, il faut dire que le dossier Moukébaï fait partie d'un dossier actuellement qui est inscrit dans des sphères internationales. La Commission européenne des droits de l'homme a inscrit le dossier Moukébaï dans son agenda. Ce sera débattu le 15 de ce mois. Et quand on débat de l'affaire d'un député au niveau de la justice internationale, imaginez-vous, c'est la crédibilité d'une république qui meurt. Simplement parce que des juges, des procureurs ne veulent pas appliquer cet arrêt. Très bien. Alors, Trésor Mutombo, les arrêts de la Cour sont inattaquables, mais curieusement, ici au Congo, on a des gens qui sont capables de s'opposer aux arrêts de la Cour. Vous allez vous rappeler des Chadar, et aujourd'hui, c'est la Cour d'appel, je crois, qui en fait. Finalement, qu'est-ce qui reste encore de notre Cour constitutionnelle? Cette Cour qui est capable d'invalider un député, les réhabiliter. Les chefs de l'État même. La Cour constitutionnelle investit et invalide les chefs. Allez-y. Qu'est-ce qui reste encore de la Cour constitutionnelle? Je n'ai pas compris. La Cour constitutionnelle, c'est eux qui confirment le résultat de l'élection présidentielle. Donc c'est eux qui valident les chefs. Maintenant, imaginez-vous que c'est cette institution-là qui rend un arrêt, mais dont la Cour d'appel n'applique pas. Bon, évolue. J'avoue que personnellement, je ne suis pas juriste, donc il y a des sensibilités au niveau de la justice de ce pays que je ne comprends pas. Cette affaire Mike Moukébaï, ça aurait pu être une affaire très simple entre des individus. Où il y a eu un individu qui s'est considéré lésé dans ses droits par un autre à travers des propos diffamatoires et donc porte plainte pour ça. Mais ce qui rend l'affaire un peu plus pimentée, c'est que les individus en question, ce ne sont pas n'importe qui, il s'agit d'un député et d'une personnalité en plus. On a parlé aussi d'un ministre du pays. Ça fait que la procédure est devient un peu plus délicate. Pourquoi? Parce qu'en termes de député, en tant que député, Mike Moukébaï devait d'abord, l'Assemblée provinciale devait d'abord lever ses immunités. Les immunités de Mike ce qui a été fait. Pour être poursuivi devant la justice. Et je crois que ce qui a été fait, la justice a fait son travail. Maintenant, derrière ça, il y a une procédure, je crois sans me tromper, c'est une affaire que je n'ai pas suivie à la loupe, mais je crois sans me tromper que la procédure au niveau de la Cour constitutionnelle concernait la levée d'immunité. La décision de lever l'immunité. Et la Cour constitutionnelle a estimé que cette levée d'immunité n'a pas été faite dans les normes. A été inconstitutionnelle. La décision de la Cour constitutionnelle ne remettait pas en cause le jugement. Remettait en cause la levée d'immunité qui a permis à ce que les juges fassent le travail. Ça fait que l'affaire devient un peu plus compliquée que ça. Il faudrait que derrière, lorsque la procédure d'immunité est jugée inconstitutionnelle, quoique c'est le rôle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale de lever l'immunité, il faut maintenant comprendre pourquoi est-ce que les juges ont estimé que ce n'était pas une procédure qui avait suivi toute sa forme. Il faut voir maintenant comment est-ce que la Cour qui a condamné doit faire. Il faut faire un appel pour voir que voilà, nous avons une situation où la Cour constitutionnelle a remis en cause une étape de la procédure. Est-ce qu'il faut revenir au début ou bien il faut faire un nouveau jugement? Ou bien il faut continuer avec le jugement qui existait? C'est là que se pose le problème. Je crois qu'on a tellement politisé cette affaire qu'au finish, on n'entre pas dans les détails exacts de cette affaire. Sans doute parce que ce sont des grandes personnalités. Mais pour entrer dans les détails, il faut qu'on connaisse exactement ce contre quoi la Cour constitutionnelle s'est portée en faux. La Cour constitutionnelle, si elle s'est prononcée
contre la procédure de levée d'immunité, il faut qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, on revienne pour refaire une levée d'immunité en bonne et due forme. Est-ce que si l'Assemblée provinciale relève encore l'immunité de Mike Mukebai, est-ce qu'il faut refaire le procès ou bien on continue avec ce qui existait déjà? Ça, c'est aux juristes d'en décider, mais je note simplement que nous avons trop politisé cette affaire qui aurait pourtant pu être très simple. Alors, moi, je répète ma question. Qu'est-ce qui reste de notre Cour constitutionnelle lorsqu'elle peut prendre une décision et que des individus peuvent botter cela en touche? Oui, la Cour constitutionnelle s'est fourvoyée à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas que de la validation et l'invalidation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Chadar s'est opposé à la réhabilitation d'un gouverneur par les passés. Exactement, il y avait déjà eu cette histoire de prolongement du mandat du président de la République, l'ancien président de la République. Donc la Cour s'est énormément fourvoyée. Beaucoup de gens appellent à une réforme déjà de la Cour, à un changement de mandataire, un changement de personne qui représente cette Cour-là. Nous espérons vraiment que ça va arriver pour redonner un peu de crédibilité à la Cour. Mais cela n'empêche que les décisions de la Cour, lorsqu'elles sont prises, même si aujourd'hui certaines personnes ont remis en cause l'existence de cette... pas l'existence, ont remis en cause le pouvoir de cette Cour par certaines décisions politiquement attribuées. La décision de la Cour doit néanmoins s'appliquer. Maintenant, il faut regarder cette décision, si elle s'applique pour annuler un jugement ou si elle s'applique pour simplement demander que la procédure de levée d'immunité soit reprise. Très bien. Alors, Maître Jonathan, je rappelle que vous faites partie des avocats de l'honorable Mike Mukebai. Alors, il y a des gens qui pensent que ce sont vous, ces avocats, qui induisent la population, en tout cas en erreur. Vous avez annoncé plus d'une fois sa libération, ce qui n'a jamais été fait. Hier, Top Congo en a parlé pratiquement toute la journée, même RFI. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir, la libération de Mike Mukebai, c'est un rapport avec les dossiers Mwananteba ou c'est lié à son affaire avec les bureaux de l'Assemblée provinciale? Voilà, il faut déjà que j'impose ici des correctifs rapides. Parce que j'étais plus à l'aise quand mon co-débatteur a dit qu'il ne maîtrisait pas le contour du dossier. Je serai à sa place, je m'étairai. Je serai à sa place, en tout cas, je me serai dessus. Déjà, il faut dire que dans le dossier Mukebai n'a jamais été condamné. Jamais, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Et ça, comme avocat, nous nous étions engagés à éviter cela. Nous avons pris le risque de dire que dans ce dossier, l'honorable Mukebai ne sera même pas condamné à 1 minute en prison. Même pas 1 minute. Nous avons pris ce risque-là. Parce qu'examinant le dossier, nous avons compris que c'était un dossier vide. Vide alors. La question clé qu'il faut se poser ici, c'est qu'est-ce qui a permis au parquet général d'arrêter Mukebai? C'est la décision de lever des immunités. C'est l'arme déclencheur de poursuite contre l'honorable Mukebai. Et c'est cette décision-là, après avoir plusieurs fois écrit en l'Assemblée provinciale, pour leur faire voir que cette décision n'avait jamais respecté les droits de la défense. Au jour où je vous parle, l'honorable Mukebai n'a jamais été notifié de la décision qui levait ses immunités. Jamais. Je mets quiconque à défi. Jamais. Nous avons appris ça sur une radio de la place, je cite Top Congo. Donc Mike Mukebai personnellement n'a jamais reçu la décision qui levait ses immunités. Jamais. Je l'ai dit ici et je m'assume. Et nous avons été devant la Cour constitutionnelle pour faire voir à la Cour que cette décision était inconstitutionnelle. Parce que les droits de la défense en droit interne sont garantis par la Constitution. C'est l'article 19 et 61 qui dit que même en état d'urgence, une personne arrêtée doit être entendue. L'honorable Mukebai n'a jamais été entendu. Et de deux, on nous demande de faire appel. Nous allons faire appel contre quoi? Contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui stipule clairement que la décision de M. Godefroid-Poyi, il faut le dire comme ça parce que c'est une décision qui est signée par lui. La décision du bureau de l'Assemblée provinciale. La décision de M. Godefroid-Poyi. Nous avons trois décisions de ce bureau-là. La première a bénéficié du concours de tout le monde. Le privant de ses émoluments et l'interdiction de participer aux plénières. Pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Et c'est seulement cette décision qui lève ses immunités qui ne porte que la signature de M. Godefroid-Poyi. Ça, il faut le dire comme ça. Nous avons été devant la Cour nous a suivis. Les lois de la République, en commençant par la Constitution, l'article 163 dit clairement que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, sauf pour les cas bien précisés.
Et dans les cas d'espèce, cet arrêt-là ne bénéficie pas de ce voie d'attaquabilité-là. C'est de 1. De 2, la décision devait être signifiée à toutes les parties, en commençant par les présidents de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, les premiers ministres chefs du gouvernement, les présidents du Sénat, l'Assemblée provinciale et son civilement responsable qui est la ville de Kinshasa. Ça a été fait. Et la Cour d'appel devait simplement prendre acte, parce qu'il ne peut pas juger l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est une honte pour la République, c'est une honte pour l'État congolais. La Cour d'appel a pris en délibéré l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il a rendu un arrêt qui prend acte de cet arrêt-là. C'est l'arrêt qui a été rendu le mercredi. Et au niveau du parquet général, comme vous le savez, les tribunaux n'arrêtent pas, les tribunaux jugent. C'est lui qui a arrêté devait envoyer un document à la prison pour libérer. Heureusement, vous avez dit ici, il s'agit de certaines personnes qui se sont donné le luxe d'aller confirmer. Dans les collectifs, je ne vois pas un avocat qui a confirmé sur une chaîne de télé que le Rob Keba sortait demain. Mais l'information relayée dans les médias. Je vais vous donner l'information. Il s'agit des cadres de sa famille politique. Ça, nous avons l'information. Ce sont les cadres de sa famille politique qui ont confirmé. Aucun avocat de Mike Mukeba n'a confirmé qu'il sort jeudi. Sur sa libération. Aucun. Je m'assume. Aucun. Donc, évitez de nous jeter les torts. Aucun avocat aussi n'est passé à la radio ou à la télévision pour démentir ce que sa famille politique avait aussi dit. Bien sûr, parce que nous étions dans la procédure. Nous avons dénoncé le fait qu'on nous privait une signature. Là, j'assume également. Nous avons dénoncé ça. Une signature, oui. Mais confirmer la libération. Vous savez, on dit souvent, un procès, quand ça commence, nous connaissons, mais quand ça prend fin, on ne connaît pas généralement. Et tant qu'avocat, avec mes années d'expérience, je ne pouvais pas risquer. Donc ici, je vais simplement dire qu'il n'y a jamais eu d'arrêt, moins de jugement pour tranquilliser mon co-débatteur et lui rassurer qu'étant donné que les sous-bassements, la fondation même de toutes ces poursuites-là est déclarée inconstitutionnelle, l'arrêt lui-même dit et nul et de nul effet toutes les poursuites. C'est l'arrêt qui le dit. Nul et de nul effet toutes les poursuites enclenchées. Mais comment donc, la conséquence aujourd'hui se permet de marcher sur les verdicts de la Cour constitutionnelle? Je vous ai dit ici, c'est cette Cour constitutionnelle qui investit les chefs de l'État. Après que la CENI proclame les résultats, on attend la confirmation de la Cour constitutionnelle pour que le président prête serment. Et c'est cette Cour-là aujourd'hui qui prend un arrêt. Mais la Cour d'appel n'applique pas. Disons-nous les choses en face. Mais elle n'est pas aussi à son premier forfait. C'est ça la question. Et devons-nous laisser cette situation continuer? C'est ça la question. Et on crie à longueur de journée que nous voulons d'un état des droits. L'état des droits passe par la justice. C'est seule la justice qui lève une nation. C'est la justice. Vous avez décrié la politisation de l'affaire Mike Mukeba. Joseph Olengankoy, président du CNSA, Conseil national de suivi de l'accord, a voulu prendre les choses en main pour réconcilier les deux parties, disons Mike Mukeba et le bureau de l'Assemblée provinciale, mais la partie Mukeba a refusé catégoriquement. Alors, comment vous voyez la suite de ces dossiers? Oui, juste pour revenir sur, avant de répondre à votre question, revenir sur un des points évoqués ici. J'ai été très honnête dès le début en disant que c'est une affaire sur laquelle on a fait tellement de bruit, sur laquelle on a mis tellement de choses autour que finalement on ne parle pas du fond du problème. Et en écoutant Maître, Jonathan, en écoutant Maître Jonathan Ngwele, je me rends compte qu'il continue encore à mettre énormément de choses autour sans parler du fond du problème. En disant que la base de la procédure, c'est la levée de l'immunité. La levée de l'immunité n'envoie personne en prison. La levée de l'immunité, ce n'est pas un acte d'accusation. On ne fait pas d'enquête sur la levée d'immunité. Sans immunité, le parquet ne pouvait jamais arrêter. La levée, non, le parquet ne pouvait pas l'arrêter, mais la cause ou la plainte était toujours valable. Si Mukeba a répondu au parquet... Laissez-moi finir. Vous allez donc la levée d'immunité est simplement une procédure, est simplement une étape qui, vu la qualité de la personne incriminée, la personne accusée, était nécessaire pour permettre au parquet de faire son travail, pour permettre au procureur de faire son travail. Ce qui pousse un procureur, généralement, même s'il n'y a pas encore de jugement, à mettre quelqu'un aux arrêts, ça peut être le fait que cette personne restant en liberté peut être une entrave, peut causer une entrave à la procédure. D'accord? Que ça soit par
elle peut se soustraire de la justice en quittant le pays. Il peut y avoir énormément de cas de figure. Ce n'est en aucun cas le fait qu'il y ait levée d'immunité. Non, la levée d'immunité est simplement une procédure due au fait que Mike Mukebai est un député. Toute la procédure, tout le bruit qui est fait autour, est fait autour de ce point-là, de cet élément de forme. On peut appeler ça un élément de forme. L'élément de fond, c'est la plainte déposée par Mona Teba sur les propos diffamatoires qu'aurait tenu Mike Mukebai. Aujourd'hui, on peut démontrer que voilà, l'Assemblée provinciale ou le bureau, parce que dans ce cas-là, c'est le bureau qui s'est décidé, c'est une procédure qui est reconnue par la Constitution, sauf que dans le cas d'espèce, la Cour a déjà tranché. Donc on ne va pas revenir dessus, on ne va pas dire que la procédure a été respectée ou pas, parce qu'il y a une décision de justice. La décision de justice dit que l'arrêt est inconstitutionnel, donc il faut reprendre la procédure de levée d'immunité. Cette procédure de levée d'immunité peut être même prise aujourd'hui. Elle peut même être prise aujourd'hui par le bureau de l'Assemblée provinciale parce qu'ils sont en vacances parlementaires, je crois. Et en vacances parlementaires, il n'y a pas à faire une plénière ou je ne sais pas quoi. Il y a simplement à faire une réunion de bureau, si je ne me trompe pas, j'ai oublié l'article. La réunion du bureau qui va décider qu'on lève l'immunité pour permettre à la justice de faire son travail. Il ne faut pas oublier, et ça on tend souvent à le faire, que nul n'est au-dessus de la loi. Il n'y a personne qui peut se soustraire à la loi, même si vous êtes député, même si vous êtes président de la République, même si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas échapper à la loi, quelles que soient les immunités que vous portez. Et dans le cas des députés, ils ont des immunités lorsqu'ils sont pendant la session. Il faut que la plénière puisse donner l'autorisation à la justice de faire son travail. Mais lorsque la justice, lorsqu'il n'y a pas plénière, lorsqu'il n'y a pas session, c'est au bureau de prendre cette responsabilité-là. Dans le cas d'espèce, le bureau a pris une décision qui a été jugée inconstitutionnelle. Il faut que le bureau, et c'est ça l'avenir, en fait, vous me posiez la question sur la suite de l'affaire. Pour moi, il faut que le bureau puisse se réunir, prendre une décision en bonne et due forme, parce que le détail, c'est le détail de fond. C'est le détail de forme plutôt. Prendre une décision en bonne et due forme qui va finalement permettre au procureur de faire correctement son travail. Je crois que c'est tout ce qu'il demande à ce sujet. Comment vous avez interprété, vous, la démarche du CNSA? Alors, le CNSA, c'est une organisation pour moi qui devrait d'ailleurs déjà disparaître. Oui, parce que, bon, ils essaient de se trouver du contenu. On peut comprendre qu'une organisation comme celle-là continue de récupérer, faire de la récupération de tout ce qui peut être... il nous a ramené Monasemi. Voilà, il nous a ramené Monasemi. Il y a cette histoire sur Mike Mukebai et sur d'autres affaires. Ils essayent un peu de survivre, mais cela ne contraint pas l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire est totalement autonome. Dans cette affaire, il y a le problème de forme sur l'immunité qui a été levée, mais que la justice a contesté, en tout cas la Cour a contesté, mais le problème de fond reste celui de la diffamation et qui doit être jugé par la justice. Très bien, Maître Jonathan, deux questions à vous. Mike Mukebai, suspendu 12 mois, privation des salaires. Première question, est-ce qu'à son retour, l'Assemblée provinciale va rembourser tout son argent bloqué pendant 12 mois? Ça, c'est des 1. Et puis des 2, est-ce qu'aujourd'hui, il existe un problème personnel entre Mike Mukebai, comme député, et le président de l'Assemblée provinciale, M. Godin Pouy? Voilà, j'aime pas très souvent me soumettre à cet exercice-là parce que j'ai passé 5 ans à l'université pour ça, pour étudier les droits. Donc s'il faut des fois revenir sur des notions de droit pour lesquelles j'ai à passer des épreuves, ça me dérange. Mais il faut dire ici que notre constitution va à ce qu'un groupe de personnes, de par la durée et de fonctions qu'ils exercent, leurs poursuites soient soumises à certaines formalités. C'est le cas des députés, des sénateurs, de certains ministres même, et même pour des chefs de localité et tout. Pour le cas d'un député, j'ai entendu dire ici que la procédure, l'élevé des immunités n'est pas... Non. Quand on ne lève pas l'immunité d'un député, il ne se présente même pas au parquet. Il ne se présente même pas, quelle que soit la forme. Donc pour que Mukebai se présente au parquet, et pour que le parquet d'abord envoie une invitation, il devait écrire
à l'Assemblée et l'Assemblée donne cette autorisation-là. C'est pourquoi nous disons que l'acte déclencheur de poursuite de Moukébaï, ce n'est pas la plainte. Là, je l'ai dit et je le redis encore, c'est plutôt la décision de lever des immunités. L'acte de déclenchement de poursuite de M. Mouananteba contre Moukébaï, c'est la plainte. Mais pour nous, c'est la levée des immunités. Il faut dire, Moukébaï est député provincial. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, ainsi que leur président, sont des collègues de l'honorable Moukébaï. Ils n'ont pas et ils n'auront jamais des antagonismes. Ils n'en auront pas. Pourquoi? Parce qu'ils tous ont un seul mandat. C'est le mandat de défendre le peuple congolais et d'assurer les meilleures conditions de vie à la ville de Kinshasa. C'est le combat qui mène Moukébaï, c'est le combat qui mène Junior de Manema, c'est le combat qui mène Godefroy Mpoui, c'est le combat qui mène Francis Chibalabala, c'est le combat qui mène tous ces députés, Magloire Kabemba et Jean-Jean. Bonjour. Donc ils mènent tous un même combat. Donc aujourd'hui, il n'y en aura pas. Moi je dis c'est une frange de la classe politique qui veut alimenter ces petits conflits-là. Mais il n'y en a pas dans le fond. Il n'y en a pas dans le fond et il n'y en aura pas. Et de deux, la décision ici qui est jugée inconstitutionnelle, c'est seulement la décision de lever des immunités. Ce n'est pas la décision de privation de salaire ou d'exclusion de participation plénière. Non. Il faut dire que pour ça, nous sommes dans notre procédure. Et les décisions vont tomber incessamment aussi. Mais ici, ça concerne uniquement les levées des immunités. Seulement cela. Et il faut dire, Moukébaï étant député, a l'obligation de respecter son bureau. Parce que le bureau, c'est lui qui a voté. Il faut le dire, il a voté comme il a voté les sénateurs, le gouverneur, il a voté également le bureau. Donc il y a des gens qui sont dans le bureau là parce que Moukébaï a émis son suffrage. Donc il n'y en aura pas. Ça, nous voulons vraiment apporter ces démentis là parce que ça circule et les gens l'alimentent sur la toile. Il n'y a pas de conflit. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cette liberté d'expression là, cette capacité de dire tout haut ce que certains disent tout bas, c'est l'attitude-là, soit réellement laissée à l'honorable Moukébaï. Parce que lui a ce courage-là de dire et de dénoncer. Alors, mais peut-être certaines personnes les reprochent des égarements dans sa manie de dénoncer. Il serait insolent. C'est ce que j'ai dit. Certaines personnes les reprochent cela. C'est ce que j'ai dit ici. Il aurait insulté les chefs coutumiers. Non, mon cher. Une proposition faite de diviser la poire en deux. En l'espace d'avoir 4 chefs coutumiers, tant mieux avoir 2 personnes handicap et 2 chefs coutumiers, c'est mal. Il aurait traité les chefs coutumiers d'illettrés. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai suivi la proposition. Il dit non, c'est trop d'offrir 4 chefs coutumiers en les place de promouvoir les personnes vivant avec handicap. Et c'est ça un mal dans une république. Quand on veut promouvoir, tel qu'on le fait aujourd'hui, on promouvoit la femme, on promouvoit les personnes vivant avec handicap. Il propose qu'on divise la poire en deux pour avoir 2 chefs coutumiers et 2 personnes avec handicap. C'est ça le mal au Congo. Alors, est-ce qu'on va restituer ces 12 mois de salaire? Je vous ai dit que c'est dans une autre procédure. Nous n'aimerons pas ici de révéler les secrets de la défense de Moukébaï. Une dernière question avant de passer au deuxième thème de l'émission. Est-ce que la libération de Mike Moukébaï est liée en rapport avec son contentieux avec Mouananteba ou c'est seulement la levée des immunités qui bloque? C'est ce que je vais dire ici et tranquilliser encore mon co-débatteur. La décision de lever les immunités de Moukébaï se trouve dans les 2 dossiers. On n'a pas levé les immunités de Moukébaï 2 fois. On a levé une seule fois et on l'a versé dans les 2 dossiers. Et preuve en est, il y a 2 procureurs qui l'ont entendu. 2. Le jour de son audition. 2. Donc, on lève tes immunités, on les partage. Toi, tu prends une copie, toi, tu prends une copie. Pour vraiment faire le travail. Et vous allez me dire ici qu'il y a un document avant la production de cette immunité-là. Non. Preuve en est, la levée des immunités est cotée comme la pièce 2. La pièce 1, c'est la plainte. La pièce 1, plutôt, c'est l'invitation. Et la pièce 2, c'est la levée des immunités. Très bien. Trésor Moutouma, on va conclure ces premiers thèmes de l'émission avec vous. Est-ce que vous avez à répondre ou on passe directement Bon, je crois que l'intérêt aussi de ce genre d'émission, c'est de permettre aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent, même sur les chaînes YouTube, de connaître un peu les lois aussi de notre République. En ce qui concerne les députés, nous avons cette tendance à croire que les députés sont totalement immunisés, c'est-à-dire qu'ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Non, c'est pas le cas. Aucune loi, aucune constitution ne crée des intouchables. Tout le monde, lorsqu'il commet des actes répréhensibles, est susceptible de passer devant la justice. Et dans ce cas-là, il faut différencier, parce que j'étais en train de relire
lire tout à l'heure l'article de la Constitution qui parle de cette affaire, c'est l'article 107 par exemple pour les députés nationaux et les sénateurs. Il y a deux choses, il y a deux actions à différencier. Il y a premièrement les poursuites et deuxièmement l'arrestation. Les poursuites, aucune poursuite ne peut être menée lorsque l'Assemblée est en pleine session. Ça, c'est la loi qui le dit. Lorsque l'Assemblée est en pleine session, un procureur ne peut même pas commencer à travailler, à traiter le dossier. Il ne peut même pas commencer à faire des interrogations. Il ne peut pas poursuivre. Mais lorsque l'Assemblée est en vacances parlementaires, le procureur peut faire des poursuites, mais il ne peut pas arrêter. L'arrestation est différente de la poursuite. Et ce que je disais tout à l'heure, pour conclure, c'est que l'acte qui crée les poursuites, l'acte fondateur de toute cette histoire, c'est la plainte déposée contre Mike Mukebai. Et aucun juge, aucune cour constitutionnelle n'a déclaré cet acte-là inconstitutionnel. Ce que la cour a déclaré inconstitutionnel, c'est l'acte de levée d'immunité qui a été décidé pendant les vacances parlementaires par le bureau de l'Assemblée nationale, mais dans le cas d'espèce, apparemment, ça ne s'est pas fait selon les normes. Donc, il y a le droit de la défense qui n'ont pas été respectés. Encore que dans le cas, dans ce cas précis, on ne va pas entrer dans les détails, dans les détails judiciaires. Les droits de la défense, il faut encore les définir. Il faut vraiment différencier ces deux choses. Pendant la session, aucune poursuite. En dehors de la session, toutes les poursuites sont permises, sauf les arrestations qui ne doivent être faites que lorsqu'il y a une autorisation du bureau de l'Assemblée. Très bien, vous gardez la parole pour ces deuxième thèmes de l'émission. Maître, vous avez à répondre ou on passe directement? Dans mon temps. D'accord. On va parler du vice-ministre de la Justice qui a effectué une descente récemment à la prison centrale de Makala. Son titulaire qui était en déplacement, le ministre Toundou Yakasende, a fustigé le comportement de son adjoint, disant qu'il n'avait en tout cas il n'y avait aucune opportunité pour lui d'effectuer cette descente. Comment expliquez-vous aujourd'hui ou comment vous avez interprété l'acte posé par le vice-ministre de la Justice? Bon, personnellement, j'ai du mal à commenter sur cette affaire-là parce que j'ai l'impression qu'au Congo, on aime dramatiser, on prend des faits bénins pour en faire des faits vraiment d'actualité. C'est quelque chose de très grave. Et pourtant, il y a des choses beaucoup plus graves pour lesquelles on n'accorde pas suffisamment de temps d'antenne. Donc là, par exemple, nous sommes en train de nous apprêter à débattre de la visite d'un ministre. A-t-il violé une certaine procédure? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit au ministre d'aller rendre visite aux détenus? Pour l'instant, j'ai vu tout le débat. J'ai essayé de lire un peu autour de la question. Je n'ai pas vu là où il y a une violation en tant que telle. Ce qui devient problématique, c'est lorsque le titulaire publiquement dénonce ça. Et ça montre qu'il y a un malaise déjà au sein du gouvernement, au sein même de ce ministère. J'ai vu une déclaration de la cellule de communication du ministère qui a fait une déclaration tendant à dédouaner le titulaire et incriminant le vice. Ça, c'est très grave parce qu'au sein d'un cabinet, il n'y a qu'un seul cabinet. Il n'y a pas un cabinet du vice-ministre et un cabinet du titulaire. L'État forme un seul bloc uni. Il faudrait qu'au niveau du Conseil des ministres qui aura lieu demain, que le Premier ministre puisse vraiment taper du poing sur la table pour dire que certaines choses ne doivent pas être exposées en public. Mais ce qui dérange pour entendre les vice-premiers ministres, Toundou Yakasende, c'est le fait pour son adjoint d'aller rencontrer en aparté certains individus qui ont été interpellés en rapport avec les dossiers 100 jours. Oui, les dossiers 100 jours sont des dossiers sensibles. C'est un dossier très sensible actuellement. Les VPM pensent que cette visite risque en tout cas d'influencer le travail des magistrats. En quoi? Ça, c'est quelque chose qu'il faut démontrer. En quoi cela va influencer les magistrats? Parce que le ministre est allé rendre visite. Pourquoi d'ailleurs il est parti? Ça on ne le dit pas. Pour s'enquérir de la situation. Oui, sans avoir des données sur voilà, leurs conditions de détention, ainsi de suite. On ne le dit pas assez.
cette affaire des 100 jours, en fait, c'est très politique actuellement. C'est pas forcément politique, c'est une affaire judiciaire, mais qui est très médiatisée. Voilà, c'est le terme qu'il fallait utiliser. C'est une affaire très médiatisée. Et donc, dans une affaire très médiatisée, chaque acte posé peut amener les gens à s'enflammer. Mais d'un point de vue de procédure, d'un point de vue du droit, je me pose la question, il faut que les juristes, je n'ai vu aucun texte qui dit qu'on ne peut pas rendre visite. Les vice-ministres auraient reçu l'instruction du chef de l'État, peu importe qu'il est. Son titulaire nous donne l'impression de nier cela. Non, mais le titulaire n'est pas sur place. Ce qu'il faut comprendre aussi sur le fonctionnement de l'appareil de l'État, c'est qu'en l'absence d'un titulaire, le vice-ministre a les pleins droits d'agir. Il n'agit pas sur ordre de son titulaire absent. Il le représente. Donc il n'a pas outragé son titulaire. Il le représente, mais il agit. Il n'a pas besoin de demander l'aval du titulaire absent en son absence. Pour agir, ça c'était même pas, on ne parle pas ici de nomination ou de changement dans l'administration. Très bien. C'était simplement un acte de visite. Donc maintenant, il faut que les juristes qui semblent, parce que j'ai vu beaucoup de juristes s'enflammer là-dessus, malheureusement, sans nous donner des éléments clés, des éléments clairs qui démontrent qu'une visite d'un détenu est un acte outrageant ou un acte qui pose problème dans la procédure judiciaire. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au vice-ministre de la Justice? Merci, j'aimerais prendre quelques minutes pour apaiser mon co-débatteur. C'est comme je l'ai dit ici, je serais plus à l'aise si c'était tu pour ne pas opiner sur la question. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore. Vous savez, à part la Constitution, les enseignants professionnels ont un règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'enseignant professionnel de Kinshasa, je vous donne les dispositions de l'article 95, l'article 118. Pendant les vacances parlementaires, les bureaux agissent sur pied de l'article 118 et en respectant les contradictoires. Les contradictoires voudraient que le procureur envoie sa réquisition, on appelle les concernés, on l'entend, on les confronte avec le procureur et les bureaux se retirent pour prendre la décision. Là, c'est pendant les vacances, c'est l'article 118. Pendant la session, c'est l'article 95 du règlement intérieur de l'enseignant professionnel de Kinshasa qui dit que le procureur envoie sa réquisition, les présidents de l'enseignant provincial, ensemble avec les rapporteurs, les soumet comme point à l'ordre du jour, la plénière l'adopte. On invite les... S'il vous plaît, vous avez dit ici pendant la session aucune procédure. Il y a les images. Il y a les images. Non, nous sommes devant la médiation des journalistes. On peut réviser ces images-là. Surtout que nous sommes encore là. Donc pendant la session, c'est l'Assemblée, la plénière qui décide. C'est la plénière. Donc il faut déjà enlever cet amalgame-là de dire que pendant la plénière, on ne poursuit pas. Et pendant les vacances, non. S'il vous plaît. Je parle de lever d'immunité. Nous pouvons bien... Je parle de lever. Non. Vous m'avez mal suivi. Vous m'avez mal suivi. Laissez-moi vous éclairer. J'ai été très content. Laissez-moi vous éclairer. J'ai été très content. Non, je ne vais pas laisser continuer. Alors qu'il essaye de revenir sur ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Les poursuites ne peuvent être lancées sans lever d'immunité pendant la session. Aucune poursuite pendant la session sans lever d'immunité. Mais par contre, pendant la session, pendant les vacances parlementaires, les poursuites peuvent être lancées sans qu'il y ait une quelconque réquisition. Allez-y lire l'article 95. Je vais vous lire la Constitution. Moi, je vous lis le règlement intérieur. Je peux vous lire la Constitution. De fonctionnement. Le règlement intérieur est inspiré de la Constitution. Je peux vous lire la Constitution. Et ça a même été déclaré conforme à la Constitution. Ça a été déclaré conforme à la Constitution. Donc déjà là, vous avez tout faux. Par quel cours? Les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale... Il n'a pas été envoyé à la Cour constitutionnelle. Donc vous voulez me dire aujourd'hui que les règlements intérieurs... Il n'y a aucune exigence au niveau de l'Assemblée provinciale, et ce qui a d'ailleurs été relevé au moment de l'élection au sénateur, il n'y a aucune exigence à ce que le règlement de l'Assemblée provinciale soit envoyé à la Cour constitutionnelle. Vous pouvez chercher dans toute la Constitution, vous n'allez pas trouver ça. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Cherchez un article. Donnez-moi un article. Vous voulez me faire comprendre ici que les règlements intérieurs qu'utilise l'ancien professeur de Kinshasa n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution. C'est ce que les auditeurs doivent comprendre. Il n'y a aucune exigence à ça. Il n'y a aucune exigence à ça. S'il vous plaît, permettez à je note ensemble avec nos auditeurs qu'ici, les règlements intérieurs de l'ancien professeur de Kinshasa n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution. À entendre votre co-débatteur. À l'entendre. Et il affirme même
Donc, nous comprenons dans quelle république nous sommes. L'enseignant provincial fonctionne depuis maintenant plus d'une année En violation de la Constitution. en violation de la Constitution. Mais il n'y a aucune... S'il vous Quel plaît. article? S'il La vous question plaît. c'est là. Quel S'il vous plaît. article de la Constitution? S'il vous Vous prenez la Constitution à Alors, témoin. vous Quel avez article de la un papier Constitution? ici, vous avez même 2 stylos. Prenez-les et notez. Non, c'est aussi bien que C'est ça soit mieux. interactif. Hein, Allez-y, voilà. Sinon, on perd le fil Venons-en de- à la question de on la perd le fil visite de la discussion. du vice-ministre de la Justice. Là encore, j'ai entendu deux choses. On me dit, au Congo, nous avons l'habitude de prendre des faits bénins. Prendre les faits bénins, c'est que le ministre, il faut déjà dire que le ministère de la Justice, c'est un vice-premier ministre. Un ministre qui est une autorité politique se déplace. Donc on suppose que le ministère s'est déplacé, surtout que là, il faisait l'intérim de son titulaire pour aller voir des détenus que l'État congolais poursuit. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. C'est ça un fait bénin. Le fait bénin, c'est que le ministre, une autorité politique, se déplace pour aller voir des prévenus, parce qu'il y a juste encore de la présomption d'innocence, des prévenus que l'État congolais poursuit. Chose grave, ces prévenus ont été... Ils ont opiné. C'est ça la question. Alors que l'instruction, elle est secrète. On a tendu de micro à ces prévenus-là. Ils ont opiné et ça a été diffusé en longueur de journée dans nos chaînes de télé. Et plus grave encore, il faut ajouter. C'était pas dans l'air On cellule, dit mais plutôt ici, au bureau du directeur général du directeur de la police. Imaginez un peu. L'instruction, elle est censée être secrète. On les dévoile. Parce qu'ils ont parlé. Moi, je suis innocent. Il a dit ce qu'il a Est-ce qu'il déposé. est prévenu à un prévenu de s'adresser publiquement? Déjà, il en a le droit avant d'arriver à la prison centrale de Makala. À la prison centrale de Makala, un prisonnier ne s'exprime pas publiquement comme ça. Il envoie des communiqués, on publie. Il envoie des communiqués. Mais là, Ils ont tendu le micro aux prévenus qui ont parlé. ça a été relayé. En heure d'essai, relayé à longueur de journée. On me dit ici, quelle est la loi qui interdit à un vice-ministre d'aller voir le gouvernement de la République à ce qu'on appelle la charte de bonne conduite, signée par tous les ministères. Qui dit quoi? S'il vous plaît, j'arrive. Que le ministre doit veiller au bon fonctionnement de son ministère d'abord. Et il doit observer scrupuleusement les lois de la République. Quelle loi? C'est loi de la République, s'il La vous plaît. question, c'est quelle loi? S'il vous plaît, s'il vous Oui. plaît. Les lois de la République, je vois ici la loi sur la loi portant procédure pénale congolaise Qui dit? qui dit que les instructions sont secrètes. Sont secrètes. Et le ministre de la Justice va, on prend en photo le prévenu, sous sa barbe, on donne le micro au prévenu. Il dévoile l'instruction. Et puis il ajoute pour dire, je suis venu sur instruction du chef. Posons-nous la question, le conseil des Pour dire que ministres, les s'il vous prévenus de la plaît, République encouragent la s'il vous corruption, plaît, encouragent les... les conseils des les ministres détournements. décident de poursuivre ces gens-là. Les conseils des ministres sont présidés par qui? Par les présidents de la République. Donc, il a validé la poursuite de ces gens-là. Il a validé la poursuite. Et qu'est-ce qu'il va faire en se rébiffant? Envoyer un ministre sectoriel en plus, de justice, pour aller voir ces prévenus-là. C'est grave. C'est vraiment grave. Et on me dit ici encore qu'à l'absence d'un titulaire, le vice pose tous les actes. C'est faux. Quand un titulaire n'est pas là, le vice ne nommera pas. Il nomme pas. Je l'ai dit. S'il vous plaît. J'ai dit, il nomme S'il pas. vous plaît. Heureusement que vous êtes là et qu'il y a Oh là les là. images. Il y a les images. Oh là là. Moi, je me réfère aux images. Je Allez-y. vous ai suivi avec beaucoup d'intelligibilité et beaucoup de souplesse. Rassurez-vous, j'ai écrit mot à mot. Mot à mot. Je l'ai dit ou pas? S'il vous plaît. Notez. Non, je l'ai dit. Votre phrase. Ah, ok. Je l'ai même Au moins- ici. au moins, En j'ai l'absence entendu. du titulaire, Et les autres le ont ministre entendu. agit et agit en tout. C'est votre phrase. Je l'ai écrit. Sauf c'est même en là. cas de nomination. Je l'ai dit ou pas? Est-ce que vous pouvez vous servir de votre papier et de vos 2 stylos? Non, il faut que ça soit interactif. Hein, Voilà. Il faut que ça soit. Voilà. Ça permet. Le bonheur, c'est que Allez-y. C'est dynamique. les spectateurs comme vont ça. suivre. C'est Et dynamique. ils vont comme ça. comprendre qui veut entretenir cette confusion-là. Moi, j'ai dit, dans des États qui se veulent être sérieux, qui se veulent être plus responsables, quand les gouvernements étaient en justice, il faut le dire, ces gens ne sont pas poursuivis par toi et moi. C'est le gouvernement congolais qui poursuit ces gens-là. Et dans ces gouvernements-là, le ministre de la Justice fait partie. Vous pouvez me dire aujourd'hui, je prends un exemple clair, le gouvernement poursuit le ministre de la Justice à avoir les avocats défendre ces gens-là. Quel intérêt il a? Son intérêt, c'est de recouvrer l'argent de l'État congolais que ces gens-là ont apporté avec eux. Et pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit assurer cette indépendance à la justice. Le procureur qui entend ces gens-là voit le ministre venir. Quelle sera son attitude? C'est ça la question qu'il va se poser. Et plus grave, si réellement le président de la République qui l'a envoyé, si réellement c'est le président de la République, là je reviens encore dans la logique normale et de me dire sur différentes chaînes de télé, mais c'est Tshilombo doit demander pardon aux Congolais. Il doit demander pardon. Parce que depuis son arrivée au pouvoir, il ne cesse de nous fourver dans une bourre où on ne sait même pas sortir. Il demande qu'on poursuive les gens, il envoie un ministre
aller parler avec ces gens-là. C'est pour chercher quoi? Quelle est la finalité? C'est quoi les gains? C'est vrai que c'est le président qui avait envoyé ces... Jusque-là, personne. J'ai même pas vu mon pépé, comme je l'appelle, les porte-parole du chef démentir cela. Il n'a pas démenti. Les Vécasson. Il n'a pas démenti. C'est pour dire que le chef a consenti. Et il a fait ça avant que le chef ne se déplace. Le chef est parti aux États-Unis bien après. Il était encore au pays. Il pouvait réagir à la minute. Pourquoi il n'a pas fait? Il y a eu validation, il y a eu consentement. C'est pourquoi nous disons, et nous l'avons dit plusieurs fois, aussi longtemps que ces juicières seront là, les gens qui sont là que pour leur intérêt personnel, la République n'avancera pas. Nous poursuivons des millions et on va banaliser ça. Entre-temps, ça n'a fait Bénin. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas de tomber dans tout ce qu'on avait reproché hier au PPRD? Tout se faisait sous l'impulsion du chef de l'État, sous l'autorité, sous l'impulsion du président de la République, autorité morale, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a un vice-ministre qui a agi aussi sous l'impulsion du président de la République. Est-ce que nous ne risquons pas de retomber dans tout ce qu'on avait reproché hier au PPRD? Oui, avant de répondre, j'aimerais d'abord m'excuser auprès de ceux qui nous suivent. Hein. J'ai une préférence pour les débats dynamiques. C'est les débats, voilà. J'ai une préférence pour les débats dynamiques au lieu C'est que, voilà, on coupe l'élan et puis après, ça devient très compliqué. Donc, excusez-nous de s'interrompre de temps en temps. Alors, j'aimerais, avant toute chose, revenir sur un élément. Maître, qui est un avocat, malheureusement, a laissé tomber sa casquette sur ce dossier principalement. Il a laissé tomber sa casquette d'avocat pour revêtir celle d'un partisan politique. Déjà ici, j'interviens comme oui, juriste, mais j'aurais aimé vraiment que dans ce débat, et je crois que les téléspectateurs aussi, que vous fassiez preuve d'un peu plus que vous fassiez appel à un peu plus à votre formation d'avocat plutôt qu'à votre côté partisan. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du droit, le droit est écrit. Le droit, c'est des textes. Lorsque vous me dites que le ministre ou le vice-ministre a violé la loi, quel texte a-t-il violé? Si cela n'est pas proscrit par la loi, cela ne pose pas de problème aux yeux de la loi au niveau que ce soit pénal, civil ou tout ce que vous voulez. Code de procédure pénale. Dans le code de procédure pénale, vous parlez du secret de l'instruction. Le secret de l'instruction est un élément sacré dans la procédure pénale. Dans le cas d'espèce, quel est le secret d'instruction que le vice-ministre a dévoilé? Je suis innocent. Je pose la question parce que nous avons suivi le vice-ministre aller rendre visite, discuter avec les prévenus, partir. Quel secret a-t-il dévoilé? Pour dire qu'il a violé le secret de l'instruction. Il ne faut pas sortir des expressions, parce qu'elles sont belles, sans parler de leur contenu. Le secret de l'instruction, c'est-à-dire que des éléments secrets, pour lesquels des éléments révélés par des enquêtes menées par le procureur de la République, se retrouvent sur la place publique. C'est là qu'on parle de la violation du secret de l'instruction. Dans le cas d'espèce, visiter un détenu, qu'est-ce que le vice-ministre a révélé comme secret? On dit que le détenu a parlé. Oui, le détenu s'est adressé aux médias publiquement. Mais tous les détenus s'adressent aux médias publiquement. Mike Moukebaï, qui est aux arrêts, n'a pas arrêté de s'exprimer publiquement. Il s'exprime de manière écrite. Que ça soit de manière écrite, que ça soit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des médias à part entière. Les chaînes, votre chaîne par exemple, Buzz TV, est un média. Congo Buzz Télévision. Congo Buzz Télévision. Lorsque Mike Moukebaï écrit, s'est rendu public, il s'est exprimé à la nation. Donc il s'est exprimé publiquement. Allons-nous dire qu'il a violé le secret de l'instruction? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans le cas du ministre, moi, mon problème dans ce feuilleton, c'est la joute qu'il y a eu après entre le ministre et son titulaire. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Ça doit être réglé par le Premier ministre, en interne, c'est vrai, mais ça doit être réglé. Parce qu'on ne peut pas, même lorsqu'on est en désaccord, peut-être que le ministre titulaire n'est pas d'accord avec ce qu'a fait son vice. C'est possible. Mais ce n'est pas lui qui est au pays, c'est le vice-ministre qui est au pays. Lorsqu'il serait revenu, ils auraient pu avoir un entretien là-dessus. Mais passer par le cabinet pour désapprouver ou désavouer son vice, qui pourtant est là, ça c'est quelque chose ce n'est pas professionnel et ça devrait être réglé. Mais pour revenir à ce que le vice-ministre a fait,
c'est une procédure qui n'est pas habituelle, est-ce que ça la rend pour autant illégale? Le fait d'aller rendre visite, est-ce que ça viole un quelconque droit? Si ça violait une disposition constitutionnelle ou une disposition de la loi pénale, Maître nous aurait gardé sa casquette de juriste. Alors, mais si il sous l'impulsion des... Oui, mais peu importe qu'il ait fait sous sa propre initiative, sous l'initiative de la population, sous l'initiative de sa hiérarchie, là n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que cet acte est illégal? Est-ce que cet acte viole une quelconque disposition constitutionnelle ou de la loi pénale? Dans le cas d'espèce, parler du secret de l'instruction, il n'y a aucun secret d'instruction qui a été violé ou dévoilé dans ce cadre-là. Donc nous sommes encore dans la légalité. On est pressé par l'État. Dans vos minutes, on va prendre directement l'évaluation des 100 jours et vous allez aussi rebondir dans vos minutes. Une année après, aujourd'hui, est-ce que les résultats du programme des 100 jours, est-ce que les programmes des 100 jours a produit les résultats escomptés? Merci de l'octroi de la parole. C'est difficile en RDC de défendre le mal. Et qui défend le mal? C'est difficile de défendre le mal. Voilà pourquoi on s'engage à puiser même dans son intellect. Après, le mal est très relatif. Hein. Le mal est peut-être que ce qui est mal à ses yeux. Je salue les arguments avancés, mais je serais encore plus à l'aise si ces arguments étaient avancés pour les biens des Congolais. Pour le bien des Congolais. Voilà pourquoi nous sommes pour l'amour du Congo. Nous défendons au nom de l'amour. Malheureusement, je n'ai pas reçu les thèmes avant. Sinon, j'apporterai avec moi ici les codes de procédure pénale de 69 pour montrer la disposition qui signifie clairement que les secrets de l'instruction doivent être tenus secrets. Ce qui fait même que les avocats, pendant la phase d'instruction, ils sont passifs. Ils ne disent même pas un mot. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça, il faut le dire encore. Mais il n'a pas dit quel secret a été dévoilé. Hein. Vous avez constaté. J'arrive. Oui. Il faut le dire. Il va en parler. On parle de secret d'instruction dévoilé. Si les ministres de la Justice n'étaient pas arrivés en prison et qu'ils n'avaient pas amené avec lui les caméramans ou les micros, ces gens-là n'auraient pas opiné. Ils n'allaient pas opiner, là, il faut le dire. Preuve en est, ils sont arrivés à la prison pour certains depuis plus de 2 semaines. Il vous a fait savoir que Mike Mukeba aussi s'adresse publiquement. S'il vous plaît, j'arrive. Tout en étant. L'avantage que j'ai, c'est que j'écris tout ce qu'il dit. Je le suis minutieusement. Très bien. Donc c'est pour dire ici que c'est grâce à la venue du ministre, au micro. Preuve en est, le ministre a parlé et les gars ont parlé après lui. C'est la preuve palpable. Donc si le ministre du DG de la prison. Du directeur. Donc si le ministre n'était pas là, les micros n'étaient pas là, ils auraient utilisé les voix officielles, comme on le dit, les papiers, pour écrire et faire publier dans les réseaux sociaux. Donc ils auraient quand même opiné. S'il vous plaît. Ils auraient opiné, mais opiné sur quoi? C'est ça la question. Il m'a posé la question ici, qu'est-ce qu'ils ont révélé comme secret? Voilà, j'arrive là. Je ne vais pas citer son nom en tout cas, mais il a obtenu le marché, il dit, j'ai reçu l'argent. J'ai des conteneurs qui sont en train d'arriver dans 2 ports. Les ports de Dar es Salaam et le port de Brazzaville, Libreville, Gabon, Libreville. J'ai même dit ça au procureur. J'ai plus de 70 ans. Depuis que je suis arrivé ici, je me suis privé de manger et à boire. Tout ça, j'ai dit au procureur. Devions-nous savoir, exactement comme Mike Mukeba qui... S'il vous plaît. Exactement comme Mike Mukeba qui dit qu'il fait la grève de faim. Vous m'avez compris. Non, exactement comme Mike Mukeba qui nous a fait la grève de la faim. S'il vous plaît. Je suis au Congo depuis 57 ans. Vous voyez un peu. Donc nous, là, nous étions obligés de savoir qu'il y a des conteneurs qui arrivent au port de Dar es Salaam et de Libreville. Cette information-là, tu l'ignorais, il l'ignorait également. Moi, je l'ignorais. Mais je l'ai appris quand? C'est après que ce monsieur est parlé au micro. Est-ce que ça, c'est le secret de l'instruction? S'il vous plaît. Ça, c'est le secret de l'instruction. J'arrive. Qu'est-ce que vous entendez par secret d'instruction? Quand quelqu'un vous dit que ces conteneurs-là, une fois arrivés ici, on va poser les maisons. C'est pour dire quoi? Qu'il est prêt à honorer sa part des responsabilités. Afin de quitter la prison. Qu'est-ce qu'on veut chercher encore? N'est-ce pas là un secret? Parce que seul lui et le procureur les détenaient. J'aimerais pas qu'on puisse prendre beaucoup de temps sur ces dossiers parce qu'il y aura beaucoup à dire et nous allons épuiser tout le temps. Venons à la question de 100 jours. J'ai dit ici, c'était le 2 mars exactement, du côté de l'échangeur là-bas. Il y avait un embouteillage monstre ces jours-là. Je revenais d'un voyage dans les taxis. Je pose la question au chauffeur, il me dit non, ils vont lancer 100 jours. Je dis, ils feront quoi? Ils vont construire des routes, ils vont construire des hôpitaux, ils vont construire des écoles.
Tu dis, ok, c'est quand même intéressant. Et le soir, mes services m'apportent les documents, les discours de M. Tshilombo. Vous avez aussi des services? Bien sûr, nous sommes Congolais. Nous avons besoin de l'information, surtout que je suis politique. Des câbles? J'ai des Comme informations. vous allez dire. Voilà. Il m'apporte, il dit, voilà, il va construire des écoles, des hôpitaux. À part l'hôpital Kanchachi, l'hôpital Kanchachi et l'école militaire Kanchachi, qu'est-ce que M. Tshilombo a encore construit comme école à Kinshasa? Première de questions. Deuxième des questions, nous allons construire des routes. Des routes. On nous présente les pancartes pour dire que dans 6 mois, on nous inaugure les sautes-moutons. 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année. Une année et exactement 3 jours de plus, parce que nous sommes les 5. 3 jours de plus. Et le monsieur revient même au mois de novembre pour dire, au mois de décembre, je vous offrirai cela comme cadeau. Cadeau de Noël. De Noël. Et le cadeau n'a jamais été livré. Je reviens encore pour dire que M. Tshilombo doit demander pardon aux Congolais. Il doit demander pardon. Et il faut ajouter encore, M. Tshilombo, son arrivée au pouvoir, c'est la présidence qui était l'ordonnateur principal de la République. C'était à la présidence qu'on a géré les fonds. Que les fonds ont été gérés. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a échec sur les activités des 100 jours, qu'est-ce qu'on dit? Qui en est responsable? C'est ça la question. Nous en avons marre de souffrir. Voilà aujourd'hui, pour les transports, vous pouvez dépasser au-delà de 10 000 pour circuler la journée. Comptabiliser ça pendant 1 mois. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu de l'emploi. Dans ma famille. Il quitte la maison à 4 heures, mais il arrive à 9 heures au bureau. On accorde une mise en garde. Demain, il dit, je vais sortir à 3 heures. Je dis, tu n'oses pas. Tu risques de perdre la vie, il y a des coulounas partout. Et il ressort à 4 heures. Pour une deuxième fois. Le chef dit, non, trop c'est trop, tu dois partir. Imaginez un peu, quand les Congolais perdent de l'emploi, alors qu'on n'en crée même pas, le gouvernement ne crée pas, ça fait très mal. C'est l'argent de la République qui est sorti. Nous voulons voir la clarté sur ça, la traçabilité. Que ceux qui ont percé de l'argent, qui n'ont pas fait du travail, répondent, tel que certains le font maintenant. Nous sommes d'accord. Mais que ces travaux évoluent et que nous puissions réellement passer. Ce que nous voyons maintenant ne rassure même pas que dans 2 ou 3 mois, nous allons réellement avoir ces chantiers-là. Est-ce qu'on doit continuer à appeler ça toujours pour programme des 100 jours aujourd'hui que nous sommes déjà et surtout, à plus de 12 mois? Merci de me compléter. Et surtout que maintenant, là, c'est le gouvernement qui les suit. Donc ça rentre dans le programme du gouvernement, bien que n'ayant pas été budgétisé par le gouvernement passé. Là, il faut vraiment apporter cette nuance. Donc le gouvernement suit, mais ça n'a pas été dans son cahier des charges, dans son programme. Donc le budget de 6 ou 10 milliards, comme certains le disent ici, ne concerne pas l'affaire 100 jours. Très bien. Programme des 100 jours, nous sommes à plus d'une année aujourd'hui. En tout cas, la construction des sauts des boutons qui a rendu très difficile la circulation. On a prévu aussi la réfection, je ne sais pas moi, de quelques hôpitaux généraux, les cas des Mama et moi ici, mais jusqu'à ce jour, en tout cas, on n'a même pas essayé de repeindre les murs. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces programmes des 100 jours? De quoi il s'agit le secret de l'instruction? En fait, le secret de l'instruction, c'est un secret professionnel. Donc, pour les personnes qui ont eu connaissance des faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction, de ne pas les divulguer. Or, le cas, c'est sur Internet, hein, or le cas où la loi impose ou autorise la révélation de ce secret. Dans le cas d'espèce, le secret d'instruction s'applique aux personnes qui ont eu accès à des informations confidentielles dues à leur fonction dans le cadre de cette procédure-là. Et j'aimerais juste qu'on soit clair là-dessus pour se dire que tout ce qui a été dit, que ça soit par le ministre n'a pas accès à l'instruction, d'accord? Il n'a d'ailleurs pas fait de révélations sur les éléments de l'instruction. C'est le détenu qui s'est exprimé. Le détenu n'est pas soumis à un quelconque secret de l'instruction. Parce que le détenu, il a la possibilité, c'est pas une prison cachée, c'est pas l'ANER ici. Il est dans une prison où il peut avoir accès à sa famille, il peut avoir accès à ses amis, il peut avoir accès à ses enfants. Donc le député, plutôt le prévenu, peut s'exprimer, comme le fait d'ailleurs Mike Mukeba, et qui nous dit que voilà, il a fait la grève de la faim, qu'il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Il peut s'exprimer, il peut parler avec l'extérieur. Et ce qu'a fait, c'est simplement ça qu'a fait ce détenu. Et je ne vois pas en quoi cela
enfreint le secret de l'instruction parce que lui-même n'est pas tenu au secret de l'instruction. Alors, pour les 100 oui. avec Jacob, pour les 100 jours... Les routes coupées en deux, la population a du mal à circuler. Vous avez les élèves qui vont à l'école dans des conditions très difficiles. Mais finalement, où en sommes-nous avec ces programmes des 100 jours? Pour le programme de 100 jours, c'est vrai qu'on a tendance à prendre les éléments phares du programme de 100 jours. Il y a eu énormément de choses sur le programme de 100 jours qui ont d'ailleurs été faites. Il y a des choses qui prennent du retard. Je peux vous donner des cas des écoles. Moi, mon école, par exemple, où j'ai étudié, qui n'est pas ici d'ailleurs, c'est en province, cette école a été réhabilitée. Et ça on n'en a même pas parlé dans les médias. Je vous parle des Daipen, je vous parle des routes de Boma, je vous parle... il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, mais qui n'étaient pas des projets phares. Les projets phares, nous avons cette tendance-là à regarder ce qui est phare. Le projet phare, par exemple, des sauts de mouton, qui, c'est vrai, ont pris beaucoup de temps, ça handicape tout le monde, ça pose des problèmes, il faut que ça soit corrigé. Venez au milieu, l'émission est terminée. Ah, ok. Quelques minutes, alors en une minute, d'abord, Maître Jonathan, la Cinco fustige les comportements ou disons les dysfonctionnements qu'elle observe au sein de la coalition FCC-CACH. Qu'est-ce que vous en pensez? La Cinco a raison, simplement parce que nous ne pouvons pas comprendre dans une république normale, à moins d'une année, une personne se donne le luxe d'acheter des parcelles à hauteur de plus de 6 millions de dollars, alors que son revenu n'est même pas supérieur à 3 000 dollars. C'est une première des questions. La seconde des questions, qu'est-ce que le peuple attend? Ou qu'est-ce que le peuple est en train de vivre? C'est ça la question qu'il fallait se poser. Et j'aimerais compléter pour dire, dans le programme de 100 jours, la Régie des eaux a reçu l'argent de l'État congolais. Pour acheter des voitures citernes, ça y est où? C'est ça la question. Non, mais avant même les voitures citernes, pour réhabiliter la centrale de Tchangou. Nous souhaitons que l'État soit effectif. Nous souhaitons que M. Tshilombo et son gouvernement agissent pour l'intérêt des Congolais. Il y en a des trop. Nous souffrons, nous peinons à arriver en ville simplement parce qu'il nous a imposé cette histoire de saut de mouton. Il doit nous demander pardon. C'est seulement sur cette condition-là que peut-être les choses vont changer. Vous partagez l'avis de la Cinco? De la Cinco, en partie oui, parce que les faits, nous sommes dans un pays malade. Nous sommes dans un pays malade de la corruption notamment. Malheureusement, c'est pas par l'avènement de Félix Tshisekedi en un claquement de doigts que cela pouvait être réglé. Actuellement, nous observons même autour du président de la République, dans les institutions, des gens qui ont posé des actes répréhensibles et il faut que la justice s'en saisisse. C'est maintenant le plus gros chantier, pour moi, le plus gros chantier de Félix Tshisekedi pendant les prochaines années, ça doit être cette lutte contre la corruption. Parce que c'est ça la clé pour le développement de ce pays. Une dernière rubrique, vous allez regarder la caméra en quelques secondes, un petit message au public et si possible, vous coordonner à tous ceux qui voudront bien poursuivre les débats avec vous. Voilà, nous sommes pour l'amour du Congo. Nous agissons que pour l'amour du Congo. Sans amour, on ne peut rien faire pour sa nation, on ne peut rien faire pour la République. Nous avons un bureau et nous avons un secrétaire qui est joignable sur le téléphone. Son numéro, c'est le 081 35 21 391. 081 35 21 391. Une fois que vous entrez en contact avec lui, il va immédiatement vous passer le mail et les coordonnées, éventuellement de moi-même les coordonnées internationales, et nous serons en contact. Maître Jonathan, merci de votre passage. Ravi. Les mêmes exercices. Le même exercice pour moi. Voilà, j'étais très heureux de partager ce moment avec Maître Jonathan. J'espère que je ne l'ai pas trop agressé. C'était un débat assez convivial. J'espère pouvoir vous retrouver très bientôt. Mon numéro, c'est le 099 12 77 877, si je ne l'ai pas oublié. Merci Trésor Mutombo de votre passage également. Merci beaucoup. Très bien, l'émission est terminée. Merci aux invités, merci à toute l'équipe technique, Omo, Némi, Jacob. Prochain rendez-vous demain vendredi avec d'autres invités, mais avec les mêmes plaisirs. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.